Je suis heureux effectivement de vous présenter donc les États généraux. Avant de présenter donc ce que l'on appelle le bilan de cette démarche, vous dire quand même un petit peu l'esprit de ces États généraux. Je vous ai dit que c'était la contribution de l'Église de France à ce moment patrimoine religieux que connaît notre pays. Mais le but précis, c'était de mieux connaître ce patrimoine dans toute sa diversité. On le voit aujourd'hui avec la manière même dont est posée la question de l'avenir de nos églises. On sent que quand on parle patrimoine religieux dans notre pays, la première chose à laquelle on pense, c'est l'immobilier. C'est nos cathédrales, c'est nos églises, c'est nos chapelles, c'est éventuellement nos oratoires et nos calvaires, mais c'est principalement de l'immobilier. Et le but de ces États généraux, c'est d'aborder la problématique du patrimoine religieux dans sa globalité. L'immobilier, le mobilier et aussi le patrimoine religieux immatériel. J'y reviendrai dans quelques instants. Pour cela, on a donc mis en place 3 outils pour nous permettre de travailler sereinement avec beaucoup d'interlocuteurs pendant 15 mois. Le premier outil, c'est une grande enquête nationale. La grande enquête nationale qui s'intéressait en 6 volets à 6 aspects du patrimoine. Le premier, c'est l'immobilier, faire un état des lieux. Faire un état des lieux qui n'était pas si évident que ça, parce que depuis le grand inventaire commandé par Malraux, depuis les lois de décentralisation et les services déconcentrés du ministère de la Culture, on se rend compte que cet inventaire, il est mis à mal, il n'est pas suivi, il n'est pas accompagné, il n'est pas mis à jour. Et ça, c'est réellement une problématique, d'abord pour les propriétaires, qui ne savent plus nécessairement ce dont ils sont propriétaires, mais également pour les affectataires, pour l'Église catholique, et même pour ceux qui, peut-être que Benoît de Sagazan le dira cet après-midi, sont aussi les propriétaires symboliques, c'est-à-dire la population dans son ensemble. Donc c'est mieux connaître ce patrimoine immobilier dans toute sa diversité. La deuxième chose, c'est de s'intéresser au mobilier. Je sais que parmi nous, il y a le délégué départemental de la sauvegarde de l'art français, principal mécène du patrimoine religieux de notre pays. Ils ont eu une formidable intuition il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est de créer une opération qui s'appelle le plus grand musée de France. Ce faisant, la sauvegarde de l'art français mettait en avant quelque chose de très important, qui est que si vous accumulez toutes les œuvres d'art contenues dans les chapelles, les églises et les cathédrales du pays, vous avez là, et que vous accumulez tout ça, vous additionnez, vous avez plus d'œuvres d'art que dans le musée du Louvre, qui est lui-même le premier musée du pays. Donc s'intéresser à ce patrimoine mobilier, parce que c'est bien de conserver des écrins, mais si les joyaux ne s'y trouvent plus, les écrins ne servent plus à rien. Et puis le petit dernier du patrimoine religieux, c'est aussi le petit dernier du patrimoine tout court qu'on découvre depuis une quarantaine d'années grâce au travail de l'UNESCO en particulier, c'est le patrimoine immatériel. C'est-à-dire finalement tout ce que l'on peut résumer comme chemin de pèlerinage, mais c'est également d'autres manifestations. Je pense par exemple aux confréries de pénitents qu'on trouve dans le sud de la France, je pense aux pardons qu'on trouve en Bretagne, je pense aux fêtes patronales au retentissement large, comme les fêtes johanniques à Orléans ou la fête de Saint-Étienne dans l'est de la France. Enfin voilà, ou la Saint-Nicolas même. Voilà, toutes ces manifestations qui ne sont pas proprement tangibles, qu'on ne peut pas attraper comme un objet mobilier, mais qui constituent quand même un trésor de notre patrimoine religieux. 4e volet de notre grande enquête nationale, ça a été un état des lieux des relations avec tous les acteurs du patrimoine religieux. Alors bien évidemment, ceux qui sont propriétaires, que ce soit l'État ou les communes, les relations également avec les CAUE, avec les associations locales de maires, les relations avec les départements, les régions. On a posé la question de la fréquence des contacts que les propriétaires pouvaient avoir avec les affectataires et inversement. Et puis tous les acteurs de la vie touristique d'un territoire donné pour la mise en valeur de ce patrimoine, etc. On a eu un 5e volet qui s'est intéressé aux dimensions hospitalières et missionnaires du patrimoine religieux. Bien évidemment, il y a la question des usages là-dedans, mais pas seulement. Il y a d'abord la question de savoir si, avant d'être hospitaliers à certains usages, nos églises sont d'abord tout simplement hospitalières, à tous les publics. Combien d'églises dans chaque département est accessible au PMR d'une manière permanente ou temporaire? Et puis la dernière partie de cette grande enquête nationale,
ça a été de s'interroger sur l'univers sonore des églises. C'est le petit dernier de la grande enquête nationale. On n'avait pas du tout pensé à ce volet-là. Et puis il y a quelqu'un de très intelligent qui a surgi en comité de pilotage et qui a dit les cloches, les orgues et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a réalisé un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, qu'on avait là, avec les édifices religieux du pays, un écosystème très particulier, un écosystème sonore qui fait qu'à moins de disposer de 2000 m² chez soi et d'une fortune assez considérable, nul n'a de cloche ni de carillon, ni même d'orgue, ni même d'harmonium. Et donc on avait affaire avec ce patrimoine-là à quelque chose d'exceptionnel qu'il fallait également recenser, à la fois en termes immobiliers, mobilier, immatériel, et puis dans l'ordre des usages. Je vous le disais, cette grande enquête nationale, 150 questions adressées à tous les diocèses de France. 96% des diocèses ont joué le jeu. C'est quand même une énorme satisfaction, très égoïstement pour moi, parce que quand vous sollicitez une institution vieille de 2000 ans, qui a parfois un peu d'arthrose dans son fonctionnement, et que vous lui demandez de répondre en 4 mois à 150 questions, généralement vous faites mal accueillir, ça a été le cas. Et puis quand on vous retourne les questionnaires, finalement, c'est souvent accompagné de remerciements parce que ça a permis à ces diocèses, en concertation avec des élus, en concertation avec des architectes, avec des associations locales de valorisation du patrimoine, de travailler. Et beaucoup nous ont dit qu'ils avaient énormément appris sur leur patrimoine local grâce à cette enquête. Vous pourrez la retrouver d'ailleurs si vous êtes curieux sur le site États généraux du patrimoine religieux. J'ai vu que Delphine Page avait fait sa publicité, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. États généraux du patrimoine religieux.fr. Le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est une série d'auditions. On n'a rien inventé, hein, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de personnes, et vous les entendrez d'ailleurs aujourd'hui, qui avaient un savoir et qui avaient une pratique sur le patrimoine religieux. Et on s'est dit qu'on voulait que les États généraux, pendant ces 15 mois, soient une caisse de résonance de ce que l'on sait et de ce que l'on fait. Toutes ces auditions ont été enregistrées au format vidéo. Elles sont disponibles maintenant sur la chaîne YouTube des États généraux. C'est la deuxième page pub. Vous pourrez trouver donc la chaîne YouTube des États généraux du patrimoine religieux qui diffuse ces auditions qui ont toutes été condensées en 20 minutes et qui véritablement constituent une caisse de résonance des bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on fait vivre le patrimoine religieux dans notre pays aujourd'hui? Vous pouvez entendre des historiens, des mécènes, vous pouvez entendre des associations de valorisation du patrimoine, vous pouvez entendre en écho des bonnes pratiques, comme les jeunes ambassadeurs du patrimoine dans le nord de la Meuse, vous pouvez entendre la présidente des Trésors de Paris, qui présente la manière dont elle valorise le patrimoine religieux parisien auprès des scolaires, et ainsi de suite. Et puis le troisième outil qu'on a mis en place, c'est un agenda d'événements. Un peu comme dans les grands magasins parisiens, on s'est dit que si on voulait attirer le chaland, il fallait qu'il y ait une nouveauté tous les mois. Et donc tous les mois, on a essayé durant ces 15 mois d'aborder la question du patrimoine religieux par un biais différent et complémentaire. On s'est intéressé par exemple au patrimoine jacquaire que l'on a en France, mais par un biais bien spécifique, c'est son impact économique. Souvent, je vous l'ai dit, j'ai été élu communal, donc je sais que souvent, et c'est vrai, on dit que le patrimoine religieux, ça coûte. Oui, c'est évident, vous êtes propriétaire dans une commune de 250 habitants d'une collégiale du 13e. C'est évident que le peu qu'il reste dans le budget d'investissement, une fois qu'on a réglé le plus urgent, ça couvre même pas 3 tuiles, c'est une évidence. Oui, le patrimoine religieux, ça coûte. Mais on a eu une journée passionnante qui nous a permis de démontrer que le patrimoine religieux, ça rapportait aussi. Ça rapportait. Avec cet exemple tout bête, qui est qu'un pèlerin de Compostelle, lorsqu'il part faire la route de Compostelle, il dépense de l'argent pour vivre. Il dépense en moyenne, selon l'agence Atout France, agence gouvernementale qui promeut le tourisme dans notre pays, 49 € par jour. S'il traverse une partie du Limousin, 49 € multipliés par 5 pèlerins par jour pendant 5 mois de l'année, je vous assure que ça commence à peser sur un chiffre d'affaires d'un canton. Quels enseignements me posiez-vous un peu comme question, en vous redisant bien que ces états généraux ne sont pas terminés et que lorsqu'ils le seront, il y a d'abord aussi des enseignements qui seront attirés d'abord pour l'Église elle-même. Le premier constat pour moi, c'est que la question des usages compatibles, c'est d'abord un problème de riches. C'est le premier enseignement pour moi des états généraux. Se poser la question aujourd'hui de savoir si dans sa commune, on peut avoir d'autres usages complémentaires au culte dans l'Église, ça signifie déjà qu'il y a encore de la population. Parce que, non mais, se poser la question des usages compatibles lorsqu'il n'y a plus de chrétiens, ça passe. Mais quand il n'y a plus d'habitants,
c'est même pas la peine de se poser la question. Donc les usages compatibles, il faut d'abord réfléchir à ça, de se dire que c'est une question de riches, parce que ça signifie qu'on a encore un bassin d'habitants suffisant pour penser d'autres usages complémentaires au culte dans cet édifice-là. La deuxième chose, la question des usages compatibles, et pour moi c'est tout aussi important que la première remarque, c'est que ce n'est pas du tout une question nouvelle. Elle est même consubstantielle, pour reprendre une parole du credo, connaturelle à l'existence même des édifices. On a toujours eu dans toutes les églises d'autres usages que le culte depuis que les églises sont des églises. Et donc aborder la question aujourd'hui totalement à frais nouveaux, comme si la question ne s'était jamais posée, c'est un manque important de mon point de vue d'humilité parce qu'il y a toujours eu dans nos églises d'autres usages que le culte. Et donc j'en viens à mon troisième enseignement, c'est que ce faisant, c'est très important de se parler. C'est très important de se parler et de faire qu'on travaille en bonne intelligence. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, je vous le dis très simplement, c'est qu'une réunion comme celle-ci n'ait pas lieu dans une église. C'est très bien qu'on soit dans ce manège, il est superbement valorisé. Mais je suis très surpris qu'il n'y ait pas dans les Deux-Sèvres une église qui puisse accueillir 130 inscrits, avec 2 prises de courant où on puisse brancher un écran et une sono, et où on puisse tenir ce genre de rassemblement aujourd'hui. Je suis très bien ici, je suis très heureux, les manches debout sont parfaits. Mais pour moi, c'est un exemple parfaitement réussi d'usage jugé compatible avec le culte que de discuter de l'avenir des églises dans une église. Le seul usage jugé légalement incompatible par la loi elle-même, c'est l'usage politique, mais au sens partisan, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc en fait, cette réunion aujourd'hui, elle aurait pu se tenir dans une église. Je dis ça parce que c'est aussi un des enseignements qu'on a tiré de la grande enquête nationale, c'est de voir la faiblesse quasiment institutionnelle des relations entre les propriétaires et les affectataires. Moi, c'est un de mes chevaux de bataille depuis 6 ans, c'est ma dernière année, donc c'est pour ça que je me lâche, maintenant je dis tout. Depuis 6 ans que je suis à la conférence des évêques, c'est une de mes contrariétés, c'est de voir qu'il y a si peu de départements en France où cette rencontre entre les maires et les curés n'est pas institutionnelle. C'est déjà le cas dans la moitié des départements en France où tous les ans, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a une invitation conjointe, préfet-évêque, qui invite tous les maires du département et tous les curés du département à se retrouver pour gérer paisiblement ensemble les questions qui touchent au patrimoine religieux. À mon avis, c'est pour moi un des enseignements des États généraux, il faut que ce soit absolument généralisé aujourd'hui à la demande même du ministère de l'Intérieur. 5e enseignement qu'on a retiré aussi de la grande enquête nationale, c'est de réaliser qu'aujourd'hui on avait un manque criant de formation permanente qui pourrait être délivrée dans le cadre de journées comme celle-ci, qui en tient lieu bien évidemment, ou dans le cadre de journées annuelles des maires propriétaires et des curés affectataires. Mais la formation de ces 2 publics-là, de manière distincte et de manière conjointe. Je vais commencer par les curés, c'est ceux que je connais le moins mal. Aujourd'hui, on a 2 gros manques dans la formation des prêtres. C'est la formation à toutes les questions d'art sacré et de patrimoine religieux à destination du jeune clergé, et à destination du clergé étranger. Voilà. Jeune clergé parce que la formation au séminaire s'allonge, mais c'est une formation de plus en plus intellectualisante et de moins en moins pratique. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui qu'à défaut d'une formation initiale qui soit performante sur les questions de patrimoine religieux et de laïcité, il y ait au moins une formation permanente qui soit proposée dans les 10 premières années de sacerdoce pour que tous les curés qui entrent en fonction soient au courant des droits et devoirs du propriétaire et des droits et devoirs de l'affectataire. Mais il y a aussi les élus à former. Et pour cela, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on a affaire très mécaniquement à un rajeunissement des élus. C'est logique. Voilà. Vous voyez, j'ai fait de brillantes études. C'est logique. Mais puisqu'on a affaire à un rajeunissement des élus municipaux, on a affaire aussi à un nouveau type de population d'élus. Je ne parle pas du tout de la foi des élus. Je parle de leur culture chrétienne. La plupart des élus qui ont aujourd'hui plus de 65 ans, qu'ils aient la foi ou pas, et ça ne me regarde pas, ils avaient au moins une culture chrétienne. Ils savaient ce que c'était qu'un curé, ils savaient s'adresser à lui, et ils savaient, même s'ils ne partageaient pas ses convictions, même s'ils criaient croix, croix quand il passait dans le village,
Il savait ce qu'était un curé, quels étaient ses droits, quels étaient ses devoirs. Aujourd'hui, on a affaire à des nouvelles générations d'élus, parce qu'ils sont de leur génération, qui ne sont même plus baignés dans la culture chrétienne. Ce n'est pas du tout un jugement de ma part, c'est un constat. C'est la société qui est comme ça aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une conversion intellectuelle à opérer pour arriver à rejoindre un monde qui vous est totalement étranger. Quand aujourd'hui, vous êtes un maire de 35, de 40 ou de 50 ans. Et puis la deuxième chose, c'est que la législation et la réglementation a terriblement évolué. J'en parlais tout à l'heure avec la présidente de l'association départementale des maires. Moi, j'ai été élu il y a plus de 20 ans maintenant. Je reviendrai aujourd'hui dans un conseil municipal, je serai de nouveau premier adjoint, je serai complètement à côté de la plaque. J'aurai besoin d'une mise à jour intégrale. Et c'est vrai aussi pour des élus de 75-80 ans qui avaient, j'allais dire, dans le fond de l'oreille, la loi de 1905, qui savaient grosso modo comment ça fonctionnait, le patrimoine religieux dans la commune. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un nouvel élu de 40 ans et que vous avez peut-être encore la chance d'avoir une cantine scolaire, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la police sanitaire de votre établissement pour être sûr de ne pas risquer le pénal, quoi. C'est pas de savoir s'il y a une fuite d'eau dans l'église, hein. Et ça, je le comprends aussi parfaitement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a réellement besoin aussi aujourd'hui de formation coup de poing des jeunes élus sur ces questions-là. Et puis l'autre chose, c'est aussi le but des États généraux, c'est de rendre service. L'évêque qui accompagne cette démarche, qui est l'ancien évêque de Carcassonne et Narbonne, disait finalement, ces États généraux, il faut que ça rende service à l'Église pour elle-même, il faut aussi que ça rende service à la nation. Rendre service à la nation parce que si aujourd'hui l'Église n'est plus propriétaire de ces églises, elle demeure tout de même propriétaire du sens que portent ces églises-là. Et donc c'est un peu la notion de service public qu'on a senti devoir remplir avec ces États généraux, notamment en mettant à disposition, dans quelques semaines maintenant, des conventions types pour les usages compatibles. Voilà. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup d'organisateurs d'événements, beaucoup de paroisses aussi, qui peinent à accueillir des usages compatibles parce qu'il n'y a pas de conventions qui permettent de bien encadrer ça. Beaucoup ne sont pas réglementaires, beaucoup ne sont pas légales. Et donc, il nous a semblé utile, de concert avec le ministère de l'Intérieur, de pouvoir proposer des conventions types d'usages compatibles qui ne risquent pas d'être attaquées. Et puis peut-être aussi, une dernière recommandation, alors que je ferai d'abord aux évêques, mais je vous la donne un peu comme un teasing, et puis on pourra peut-être en discuter, c'est aussi d'être capable de réfléchir ensemble, propriétaires, affectataires, à la manière dont on peut envisager ensemble des usages compatibles pour nos édifices. Vous avez dit, Madame Page, tout à l'heure, je crois, que toutes les églises avaient une excellente sonorité. Eh bien, j'en suis pas sûr. Non, c'est un exemple pour moi intéressant parce que je crois que ce qui pourrait être intéressant justement dans le cadre de ces États généraux, c'est de pousser le recensement de notre grande enquête un petit peu plus loin. Je ne suis pas persuadé que toutes les églises soient faites pour accueillir des concerts. Il y a une fausse idée en nous qui circule qui fait croire qu'il y a une excellente sonorité dans toutes les églises. Ce n'est pas vrai. Je pense que dans le meilleur des cas, la moitié des églises sont faites pour accueillir, d'un point de vue acoustique, des concerts. Et je crois que ça mériterait de créer à l'échelle d'un territoire des labels. Un label église, usage compatible avec tel type d'activité. Concert, pièce de théâtre. Et se dire, par exemple, que telle église, dont l'acoustique n'est pas exceptionnelle, elle, en revanche, parce qu'elle est accessible PMR, parce qu'elle est dans un village, une commune, identifiée avec une population, disons, précaire, elle, en revanche, serait plutôt compatible avec des usages solidaires et caritatifs, avec un vestiaire solidaire quasiment à demeure, par exemple. Aussi parce que la toiture et l'humidité a été entièrement revues, et que le vestiaire solidaire qu'on va déposer là ne risquera pas d'être bouffé par l'humidité ou par les mites. Et ainsi de suite. Et je crois que c'est véritablement avec un projet comme celui-ci, qui n'est pas un grand projet national, qui est un projet à l'échelle d'un territoire, nouvelle paroisse, canton, ce que vous voulez, où on arrive à se parler, à se réunir, où on arrive au préalable à prévenir l'Église,
eh bien, finalement qu'on arrive à faire que nos églises soient toujours au service du bien commun. Je vous remercie.